Bon, je ne suis pas un expert. Je n'ai aucune qualification, je ne suis pas politologue, je ne suis même pas universitaire, comme Sébastien l'a dit. Et en plus, ça m'impressionne hein, d'être ici. J'ai une vie tout à fait bancale, bizarre. J'étais militant syndical actif pendant 16 ans dans la boutique d'à côté, 10 ans au syndicat, 6 ans à la CGSP. J'ai absolument pas de souvenir d'avoir vu une opération de ce genre, d'avoir vu une assemblée de ce genre. Et donc, avant d'accepter d'ouvrir la bouche, enfin avant d'ouvrir la bouche aujourd'hui sur ce sujet, je me suis demandé dans quel syndicat, dans quelle centrale syndicale j'étais tombé, à qui je parlais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, vous n'avez vraiment pas choisi la facilité, parce que quand je fais une typologie des types de syndicats et de leur rapport à la politique, la CNE est une organisation du 4e type, mais ce n'est pas le plus facile. Et donc le premier type, c'est des organisations corporatistes. On peut dire qu'à la base de l'organisation ouvrière, on s'est réunis pour porter des revendications tout à fait liées à l'entreprise. Et donc par rapport à ça, les questions politiques sont tout à fait hors du champ. On peut tout faire, on peut être fasciste et militant corporatiste. Ça se pratique, ça existait, ça existe encore. On a encore aujourd'hui des petits secteurs professionnels, je ne sais pas moi. J'espère que je ne vexe personne en mettant là-dedans les conducteurs de camions ou de trains. Enfin, on a encore des petits syndicats qui défendent vraiment des catégories tout à fait particulières. Et cette espèce d'autonomie, d'ignorance par rapport aux politiques va aboutir à une forme qui est beaucoup plus respectable de mon point de vue, ce qu'on a appelé l'anarcho-syndicalisme, qui a beaucoup dominé dans le sud de l'Europe et un peu dans le milieu de l'Europe, hein, où on considère que le syndicat par nature peut absorber toutes les revendications de changement social et peut complètement ignorer la sphère politique, qui peut agir, dont on pourrait se passer d'ailleurs. Ce qui domine chez nous, c'est un type déjà beaucoup plus complexe, et c'est la forme social-démocrate. Alors donc le film que vous avez vu rappelle bien que la social-démocratie, ce n'est pas uniquement un socialisme modéré, c'est un processus de construction du mouvement ouvrier au sens très large, où ce sont les organisations sociales, et notamment syndicales, qui créent le parti. Et c'est pour ça qu'on a en fait des partis politiques qu'on appelait dans le temps ouvrier, maintenant le mot est un petit peu connoté, bleu de travail, et old style. Donc vous avez des partis politiques qui sont vraiment des partis de masse, là où les partis socialistes d'Europe du Sud comptent beaucoup moins d'adhérents, et les syndicats aussi. On a l'habitude ici en communauté française, enfin en Belgique francophone, de se comparer régulièrement à la France, mais vous savez qu'en Belgique, on a le taux de syndicalisation le plus élevé de toute l'Europe, sauf les pays nordiques, je pense 59%, quelque chose comme ça. En France, ils sont à 8%, c'est le pays le plus bas de toute l'Europe. Et ce qui fait qu'on a plus de syndiqués en Belgique sur 11 millions d'habitants qu'en France sur 60 millions d'élèves. C'est un rapport totalement différent. Et donc, c'est un modèle où tout le mouvement ouvrier, de la coopérative au parti, la coopérative quand ça existait encore, constitue une contre-société totalement intégrée. Et où effectivement, il y a un partage de rôles. Alors l'histoire du syndicalisme chrétien, vous la connaissez mieux que moi, mais c'est une affaire assez bizarre, puisqu'au départ, le syndicalisme chrétien est constitué pour être une opposition rouge, hein, révolutionnaire, donc au service de l'ordre établi, et puis ça n'a plus du tout marché comme ça, parce que quand on met des travailleurs ensemble, finalement, ils s'expriment comme travailleurs et pas comme l'archevêque le souhaite. Et donc on a eu en Belgique, ça c'est un phénomène tout à fait unique, la constitution d'une espèce de double social-démocratie, qui s'exprime dans les fameux piliers, mais du côté du pilier chrétien, il manque quelque chose. Ce quelque chose a longtemps été la démocratie chrétienne au sein des partis chrétiens, et puis alors après on se trouve dans la situation qui a été décrite, le pluralisme politique, mais le pluralisme politique tel qu'il a été conçu, enfin je me souviens quand même de quelques semaines sociales du mouvement ouvrier chrétien auquel j'ai assisté, où on avait une espèce de relais politique à trois têtes, hein, puisqu'on avait quand même le parti qui prolongeait l'action du syndicat, mais il fallait les aligner tous les trois, et tous les trois étaient salués, donc les socialistes, les socio-chrétiens, CDH, et les écologistes depuis qu'ils existent, étaient une espèce de substitut de prolongement politique. Donc on était quand même dans un modèle social-démocrate adapté, et puis alors on a maintenant cet ovni que vous présentez, enfin, j'ai bien écouté la présentation, d'un syndicat qui se veut indépendant, qui n'a pas d'amis, mais qui considère qu'il doit pouvoir intervenir sur le champ politique et qui se demande comment. Et en plus de ça, ce qui complique tout, c'est
il prétend, ce syndicat, le faire de façon démocratique, c'est-à-dire en consultant ses affiliés et pas uniquement avec une petite élite qui fonce en avant sans se soucier de ce qui suit. Ce qui n'est d'ailleurs pas le moindre des problèmes, on va voir, enfin vous l'avez déjà vu. Donc je me suis demandé, moi, qui suis-je pour m'adresser à un syndicat de ce genre. N'étant pas politologue, c'est vrai que je m'exprime à partir d'un lieu qui est une revue, qui est une forme de militantisme, puisque cette revue est un peu à mi-chemin. Hein. Donc on a un engagement. C'est une revue de gauche, on va un petit peu discuter de ce que ça signifie, vous l'avez déjà fait. Mais à l'intérieur de la gauche, là, elle prend un peu de distance et elle essaie d'être dans une posture d'analyste, puisqu'on a un petit pays, hein, une petite communauté, un petit lectorat. Si on commence à être la revue d'une chapelle, alors on va commencer à retourner au stencil. Si on veut être une revue de toute la gauche, parce qu'on a besoin de toute la gauche, hein, pour fonctionner d'une façon relativement harmonisée, dans la contradiction, dans la tension, ça n'ira pas. Donc on doit être ça, mais je ne suis pas que ça. Bon, donc j'ai fait des études d'architecture, donc je suis un peu sensible aussi à quoi ressemble une ville. Je fais de la musique, dont la culture n'est même pas indifférent. Puis on est aussi 3 travailleurs dans la revue. Il se trouve qu'on a 3 statuts différents et qu'on est confronté à des statuts qui ne sont pas du tout coordonnés. Et puis on dépend de subsides publics pour exister. Qu'est-ce qu'on va oser dire? Qu'on ne va pas avoir peur aussi qu'on nous coupe les subsides. Ça, c'est un problème qu'on trouve dans beaucoup de mouvements sociaux d'ailleurs. Et puis je suis d'origine juive, avec une famille qui est, dans la plus grande partie, a disparu à Auschwitz-Extremlinka, ce qui me rend très sensible à certaines questions. Et puis je suis le compagnon d'une femme qui était sans papier pendant tout un temps, ce qui me rend sensible à d'autres questions. Et puis alors tout à fait d'un autre côté, je suis aussi jusqu'à nouvel ordre un homme blanc et plutôt hétérosexuel, ce qui me met plutôt du côté des gens qui sont du bon côté du manche. Hein. Donc là, plutôt j'ai des privilèges à défendre contre les autres. Et comment on peut concilier tout ça, hein? On voit bien déjà que ce n'est pas facile d'harmoniser le statut et les droits des ouvriers et des employés qui sont pourtant dans la même entreprise. Mais si on veut articuler tout ça, ça semble totalement incohérent. Au sein d'une personne, c'est mon problème, parfois ça m'empêche de dormir. Au sein d'un groupe limité, ça va un peu mieux. Et au sein de toute une société, ça passe par la politique. Et on ne peut pas y échapper. Donc, l'animal politique, la catégorie politique est une catégorie absolument indispensable qui fonctionne de toute façon, qui est une fonction absolument salutaire. Mais malheureusement, quand on parle de politique, on a les résultats que vous avez vus dans le résultat de l'enquête. Donc on a l'impression d'un champ totalement séparé, qui est dans un autre monde. C'est un théâtre, c'est décevant, et en plus c'est inefficace parce que ça n'a pas pris sur le réel. Mais comme Felipe l'a rappelé aussi, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi je suis persuadé, et c'est un de nos problèmes, que pour beaucoup de gens, que la politique s'occupe de nous, et qu'on n'ait plus à penser, ça nous rend la vie agréable. Hein? Et il faut voir comment, comme mouvement social, comme militant, comme personne qui a envie de changer cette société, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors on doit faire un petit retour sur l'histoire. Je ne vais pas remonter jusqu'au clan, jusqu'à l'époque où les sociétés humaines fonctionnaient un petit peu comme les sociétés animales, avec des hiérarchies naturelles, des gens qui prenaient les décisions, des mâles dominants, parfois des femelles dominantes. C'est plus fréquent dans le genre animal que dans la société humaine. Mais on va remonter à la Grèce, parce que dès qu'on parle de politique et de démocratie, c'est là qu'on a eu les premiers concepts qui ont été élaborés. Bon, Athènes ou Sparte. Vous avez en Grèce 2 modèles. Vous avez le modèle de la tyrannie, vous avez le modèle de la démocratie. Alors on doit préciser les mots qu'on utilise. Un tyran, ce n'est pas forcément un tyran sanguinaire. Ça veut simplement dire qu'on est dans un modèle de gestion de la société, parce que là on a des sociétés, où la décision est prise par une personne, entourée de ses conseillers. Si par chance cette personne est éclairée, bon, beaucoup de gens peuvent s'y trouver bien. Ben, dans toute l'histoire, ça n'a pas été un modèle extrêmement performant, parce qu'on a toujours vu que c'était toujours au service d'une minorité que des tyrans, même éclairés, fonctionnaient. Alors la démocratie grecque, c'est vraiment une invention remarquable. Mais la démocratie athénienne, qui était donc une démocratie directe, donc vous savez comment ça marchait, hein, donc on rassemblait tout le monde, je vais préciser, j'allais dire tous les hommes, c'est exactement ça. On rassemblait tous les hommes sur la place, sur l'agora, et on délibérait. Et comme c'était des affaires compliquées,
Hein, est-ce qu'on allait faire la guerre aux voisins? Est-ce qu'on allait créer une adduction d'eau? Est-ce qu'on allait lever un impôt? Et qu'est-ce qu'on allait en faire? Et à quelle hauteur? C'était très compliqué cette affaire. Donc on délibérait beaucoup. Et les gens qui délibéraient, ils ne travaillaient plus. Hein, parce que pour le temps que tu délibères, tu ne produis pas. Mais heureusement, il y avait des gens qui produisaient derrière. Et c'est là qu'on se rendait compte que la démocratie athénienne, ça fonctionnait bien, oui, mais pas pour les femmes, pas pour les métèques, donc tous les étrangers, et pas pour les esclaves. Et cela produisait pendant que l'élite des hommes délibérait. C'est ce qu'un philosophe libéral d'ailleurs, français, Benjamin Constant, avait appelé la démocratie des anciens. Et il faisait une comparaison entre démocratie des anciens et démocratie des modernes qui m'a toujours fasciné tellement je trouve que c'est juste et que ça complique tout. Donc la démocratie des anciens, c'est une démocratie où une partie de la population délibère démocratiquement, mais pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'une autre partie de la population assure la production de biens et de services. Et la démocratie des modernes, c'est exactement le contraire. La démocratie des anciens, ça ne peut plus fonctionner dès qu'on est dans une société complexe qui s'étend. Hein? Quand on ne peut plus réunir les gens sur l'agora, il faut bien trouver d'autres systèmes. Alors, on inverse. Alors que la démocratie des anciens, c'était une minorité délibère pendant qu'une majorité travaille pour elle, la démocratie des modernes, c'est une minorité délibère, comme ça la majorité peut s'occuper de ses affaires. Et donc la majorité confie à une minorité, ça c'est le principe de la démocratie représentative, confie à une minorité qu'elle choisit, dans des périodes particulières qui sont les périodes électorales, le soin de la représenter et d'arbitrer. Et à ce moment-là, on a un système qui est supposé fonctionner par délégation, et les êtres humains que nous sommes tous peuvent s'occuper de leur famille, de faire de la musique, de s'occuper de comités locaux divers, de l'école de leurs enfants, parce que ce n'est pas possible de tout faire. En plus, les choses deviennent tellement complexes que si on devait étudier tous les dossiers, on ne ferait plus que ça, et on n'arriverait à rien. Donc c'est un système qui, sur le papier, est un excellent système, mais qui a besoin de garde-fous. Un des principaux garde-fous, ce sont les droits fondamentaux. C'est quelque chose d'extrêmement important. Hein, c'est pour limiter la tyrannie de la majorité, protéger les minorités. Savoir qu'il y a des choses que même une majorité démocratique ne pourra jamais faire. C'est pour ça qu'il y a une justice indépendante. Ça ne suffit pas. Et donc on assiste à quelque chose qui est une dérive, et certains pensent même une dégénérescence du principe de la démocratie représentative, qui s'est manifestée dans la manière dont vous avez perçu la question politique, démocratie. Démocratie, c'est positif, mais dès que vous parlez de politique, vous voyez magouille, etc. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est pas compliqué, c'est même assez décevant. Il faut comprendre le mécanisme interne. On parle souvent d'une classe politique. Bon, en termes sociologiques, c'est pas vraiment une classe. Ça a des aspects classe, ça a aussi des aspects de caste. C'est-à-dire d'un groupe de personnes fermées où on entre presque par héritage, hein, toute la question des fils d'eux. Si vos parents sont proches de la vie politique, eh bien vous allez y rentrer presque de façon naturelle. On trouve ça partout. Ce qui est assez malheureux et ce qui doit nous rendre, ce qui alimente le soupçon, c'est qu'on constate que dans cette classe politique, certains phénomènes de dégénérescence apparaissent qui évidemment alimentent le découragement, hein, par rapport à tout ça. Et évidemment, cette dégénérescence fonctionne surtout dans la fraction qui se revendique de nous, donc de la gauche. Je viendrai plus tard à la gauche, ne vous inquiétez pas. Le premier stade, ça c'est un stade positif et stimulant. Il y a donc des gens qui, pour défendre leurs idées, vont s'engager professionnellement en politique. Et d'une certaine façon, c'est déjà un merveilleux privilège qu'ils ont. C'est extraordinaire de pouvoir être payé pour défendre des idées auxquelles on croit. Hein, bon, on est payé honorablement, on n'est pas payé plus que ses collègues, camarades qui continuent à travailler dans la production, dans les services. Mais au lieu de le faire pour un patron ou pour des choses qui ne nous plaisent pas, on le fait pour réaliser ce à quoi on croit. C'est déjà merveilleux. Mais très très rapidement, dans ce système donc de délégation où le contrôle n'est pas permanent, on va se rendre compte qu'il y a plein de petits avantages dérivés.
Bon, par exemple, vous savez que quand les parlementaires votent eux-mêmes leur propre pension extra-légale, et quand vous voyez les montants que c'est, vous vous dites c'est quand même absolument sidérant. Mais ils ne sont pas contrôlés là-dessus. De même, tous les petits à côté, les voyages en Californie, bref, des tas de choses pareilles, ça finit par donner... Bon, on finit par y tenir. Et puis sans compter tous les avantages symboliques, cette impression que vous avez du pouvoir sur les gens, vous êtes subitement beaucoup plus séduisant quand vous avez du pouvoir que quand vous n'en avez pas. Hein. Donc tout ça crée une forme d'attachement qui fait que quand vous allez devoir faire des choix politiques, par exemple d'aller dans l'opposition ou pas, vous allez aussi vous dire qu'est-ce que je perds si je quitte le pouvoir. Et vous allez très naturellement, ben c'est humain, n'est-ce pas, très naturellement privilégier un comportement politique qui va vous permettre de conserver ce que vous avez acquis. Quand vous avez parfois dans certaines assemblées qui doivent décider d'une participation au gouvernement, la moitié des gens dans la salle qui sont dans un cabinet ministériel, vous vous dites, bon, peut-être que ces gens ont peut-être un intérêt personnel à prendre une décision plutôt qu'une autre. Le troisième stade de la dégénérescence, c'est quand vous êtes tellement conscient de ces privilèges que vous avez, que c'est ça qui motive votre jugement. Mais évidemment, vous n'allez pas le dire, et vous allez continuer par entuber, par rouler le public en levant le poing et en expliquant et en avançant des mâles positions, mais à côté de ça, vous construirez une villa ici ou là, etc. Vous ne vivrez pas comme les gens que vous prétendez défendre. Et le quatrième degré, je ne sais pas si ça a apparu dans certaines régions, c'est que c'est vraiment pour privilégier ses intérêts, on tombe dans la délinquance. Et voilà. Et toute cette évolution, évidemment, alimente une grande suspicion vis-à-vis du monde politique, surtout s'il se dit de gauche. Alors, on va aborder cette notion-là. Alors là, j'ai un vieux désaccord, y compris avec la manière dont vous avez formulé la question, mais pas qu'avec vous. Ça fait très longtemps que je suis très mal à l'aise quand on aborde la gauche par des valeurs. Quand on dit les valeurs de gauche. Je ne suis pas à l'aise, parce que donc on est dans de l'abstraction, là, les valeurs. Qu'est-ce qu'on y met? On va y mettre la solidarité, c'est une valeur de gauche, sûrement. Mais la solidarité avec qui? Hein, donc, la solidarité avec son camarade de travail, son collègue de travail, ça, en général, ça fonctionne bien. Mais quand la production de telle, par exemple, voiture est en balance entre un siège ici et un siège là, c'est pas du tout évident, la solidarité, elle ne se manifeste pas tellement. Et sur toutes les questions des délocalisations, en général, contre lesquelles on se bat. Mais peut-être que l'usine qui veut être délocalisée dans un pays où il n'y a rien, peut-être qu'elle va avoir un effet positif là-bas. Comment on organise tout ça? C'est un travail d'organisation, c'est pas du tout spontané, ça ne va pas du tout de soi. Alors l'égalité, valeur de gauche. Mais l'égalité de quoi? Des droits, des chances, des conditions, des patrimoines, des résultats. C'est aussi de la dignité aussi, égalité en droit et en dignité. Qu'est-ce que c'est la dignité des gens? C'est quelque chose de difficile à cerner. Est-ce que l'égalité serait de gauche et la liberté de droite? Surtout pas, j'espère que non. Hein, la liberté, finalement, je crois qu'on n'accepterait plus jamais. Certaines expériences qui ont été menées au nom de la gauche nous montrent quand même qu'on n'acceptera plus jamais, y compris la liberté la plus intime, la plus individuelle, puisse être bradée par une politique collective quelconque. Je pense qu'on doit accepter que toute action, alors celle de ce qui s'appelle la droite ou ce qui s'appelle la gauche, que toute action, très logiquement, vise à défendre des intérêts. Mais seulement, il y a des intérêts qui sont peut-être plus légitimes que d'autres. Alors, je vous donne ma définition de la gauche, vous en faites ce que vous voulez. La gauche, c'est une action ou une pensée qui se fait du point de vue des dominés. Si on considère que la société est une société inégalitaire, ça veut dire qu'il y a des dominants et des dominés. Hein, et que la lutte pour les intérêts des dominés, qui est ce qu'on appelle classiquement la lutte pour l'émancipation, ça pour moi, elle est menée par la gauche. C'est comme ça que moi je la définis. Alors on parle de dominés, et là on doit voir précisément de qui on parle. C'est très logique, nous sommes ici dans une assemblée syndicale, et donc évidemment, quand on parle de dominés, on fait une petite analyse de classe de la société, on dit qu'il y a des capitalistes, il y a des possédants, puis il y a des travailleurs. C'est déjà pas du tout évident. On ne se rend pas compte, enfin, si vous vous en rendez compte, et peut-être un petit peu toute l'architecture que j'ai entendue, du syndicat, de la centrale, etc.,
montre bien que les travailleurs, c'est déjà presque une abstraction. On peut dire d'une certaine façon, et vous savez d'ailleurs la construction du mouvement syndical, à partir de centrales, et d'ailleurs l'existant, la puissance des centrales par rapport à l'interprofessionnel, montre que les travailleurs reflètent des contradictions internes extrêmement importantes. C'est déjà assez extraordinaire qu'en se basant sur l'universalité du rapport salarial, on ait pu construire un mouvement ouvrier qui puisse se présenter unifié, notamment dans les négociations interprofessionnelles. Mais les travailleurs, ce n'est pas les seuls dominés. Alors les femmes. Toutes les femmes ne sont pas travailleuses. Et puis les peuples colonisés. Ceux de là-bas, mais aussi leurs enfants ici, qui ne sont pas tous travailleurs. Et puis alors la chose la plus complexe, qui sont les générations futures, et qui sont absentes. Sauf que des groupes de citoyens, notamment dans la sphère environnementale, ont considéré que c'était leur responsabilité de transmettre à leurs enfants un monde vivable. Et en général, ces différentes formes de domination peuvent donner naissance à des mouvements sociaux. Est-ce qu'un mouvement social, comme le mouvement syndical, peut absorber la lutte contre toutes les dominations? Alors il peut le faire. J'entends déjà dans la présentation qui a été faite à quel point l'égalité homme-femme est complètement intégrée dans le logiciel de la CNE et dans sa représentation aussi. Bon, vous savez très bien que ce n'est pas le cas dans le mouvement syndical du tout, hein, qui est pratiquement dans sa représentation. Non, il est un peu moins machiste que le monde patronal, mais ce n'est pas encore extraordinaire, hein, dans les représentations générales. Mais surtout, pour les autres revendications, et notamment, bon, celle auquel moi je suis sensible, ceux qui me connaissent un petit peu savent ça, par rapport au peuple colonisé et à leurs enfants ici, c'est une affaire extrêmement difficile. Bon, je ne suis pas devin pour pouvoir reconnaître le degré de basané qu'il y a dans l'assistance, mais je ne suis pas convaincu, bon, je suis bruxellois, et donc je connais un petit peu la configuration des classes populaires à Bruxelles, mais nous avons des classes populaires à Bruxelles qui sont, je ne peux pas dire majoritairement, mais on n'est pas loin de là, issues de l'immigration populaire venant de certains pays. Hein. Et ces pays sont essentiellement des pays de culture musulmane, donc il s'agit de gens qui sont de culture musulmane. Et là, on se rend compte justement sur cette question-là que les mouvements sociaux d'émancipation ne fonctionnent pas par addition, même si on en rêverait, et peuvent parfois être recevis de contradictions extrêmement profondes. Là, je dois vous parler de quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui m'a touché dans mes propres engagements. C'est ce qui s'est passé dans une série d'entreprises bruxelloises, des mesures d'exclusion de 20% de foulard, qui ont été votées parce que les syndicats les ont votés. Vous savez que le règlement de travail peut être accepté dans un comité de concertation de base ou dans un conseil d'entreprise que si le banc patronal les approuve. Et nous avons maintenant un très très grand nombre de conseils d'entreprise ou de comités de concertation de base dans les services publics qui ont abouti à licencier des femmes syndiquées parce qu'elles portaient le foulard. Je vous en parle ici parce que d'habitude, la défense d'une certaine laïcité que j'ai essayé de dévoyer a toujours été dans le logiciel de l'LGTB, que dans beaucoup d'endroits, les organisations de la CSCI ont résisté, mais pas partout. Dans certains endroits, ces règlements ont été votés aussi avec des obligations de la CSCI. Donc ça montre qu'en fait, l'élaboration d'un projet de société qui soit vraiment émancipateur, ne peut pas uniquement être produit par une organisation syndicale qui s'enracine quand même dans la condition salariale de gens qui travaillent contraints salaires dans des entreprises diverses. Ça ne peut pas venir que de là. Et ça doit demander un vrai travail d'élaboration, qui pour le coup est politique. Parce qu'il n'est pas déductible uniquement de la condition salariale. Alors là, je pense que vous en discuterez cet après-midi. L'expérience du MOC est quand même assez particulière. Le MOC est quand même, avec des limites, une tentative d'articuler des mouvements sociaux. Et j'en prendrai que deux, qui pour moi sont les plus emblématiques. C'est le mouvement syndical et c'est du féminin, qui a en plus une ouverture explicite vers les femmes issues d'immigration. Donc là, nous avons la possibilité d'un croisement. Il
faut voir quelle est la force de ce modèle, quelles sont ses limites aussi, dans la mesure où ça reste quand même dans cette caractéristique belge, est quand même en train de s'épuiser, et quand même la structuration épuisée, ça ne concerne aucune partie du mouvement social, et c'est à ce moment-là qu'on doit aborder la question des partis politiques. Alors on sait qu'ils sont insupportables, on a vu ça, mais qui sont incontournables si on tient au principe démocratique, ce que je pense, malgré tout, on y tient. C'est quand même là qu'on vote les lois, c'est là qu'on vote les budgets, c'est là qu'on vote les mesures diverses qui concernent la vie des gens et donc aussi des travailleurs. Et donc, à partir de là, on va devoir faire vivre des principes et c'est pas la chose la plus facile. Donc il faut un dialogue avec les partis politiques, que moi j'appelle un dialogue tendu. Donc un dialogue, on sait bien qui est qui, mais ça se fait, comme ça a été rappelé tout à l'heure, dans une indépendance totale. Et l'indépendance, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qu'il faut affirmer, mais l'affirmation ne suffit pas. On sait très très bien que, et ça vaut pour Marvel comme vos organisations, on sait très très bien qu'on n'est pas en subsubside, divers. On sait très bien aussi que le phénomène que j'ai décrit tout à l'heure pour les partis politiques, ça peut aussi fonctionner pour certaines élites syndicales. Qu'il y a aussi des formes d'institutionnalisation, qu'il y a aussi des formes de corruption. Quand on a, par exemple, des dirigeants syndicaux qui se retrouvent gouverneurs de la Banque nationale et qui ne rétrocèdent pas leur salaire à leur organisation, il y a des formes de corruption. Et puis il y a des formes de corruption plus larvées, qui sont compliquées, et que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il faut penser du fait que les cotisations syndicales sont remboursées par le patronat? Est-ce qu'on pense que c'est un gage d'indépendance quand les travailleurs qui se syndiquent comme employés ont tout avantage à le faire, parce que la base, cette disposition est une disposition classique de paix sociale. Et la paix sociale est une espèce de deal entre le patronat et les organisations syndicales pour que ça se gère de façon correcte, de façon calme. Est-ce que ça aussi n'est pas une limite? Voilà, alors ça, ce sont des considérations très générales. Ok, donc je suis Martin Willem, je suis permanent CNE, évidemment, dans l'UOP de Bruxelles. Joli. Voilà, j'ai ici une question, pas du tout une appréciation, même si j'ai beaucoup d'avis sur ce qui a été dit. Dans la grande question qui nous occupe aujourd'hui, quand j'y réfléchis personnellement, j'ai quand même une grande question qui me taraude et j'aimerais avoir un certain nombre d'indications et d'avis sur cette question pour pouvoir avancer dessus. Quand on parle du rôle de politique et du rôle des syndicats, on regrette, et on a beaucoup regretté ces derniers temps, de dire que le gouvernement ou le pouvoir politique décidait un certain nombre de choses à la place de la concertation sociale, à la place du rôle qui était jusque-là dévolu à la concertation sociale, et on a regretté que le gouvernement prenne des mesures qu'on estimait autoritaires sur des sujets dont on estimait qu'ils relevaient de la concertation sociale, comme par exemple le statut ouvrier employé et d'autres. Et dans ce rapport aux politiques, il me semble qu'il est intéressant de définir c'est quoi finalement cette limite entre le domaine qui est celui du politique, et là voir comment on peut influer dessus quand même, et le domaine qu'on estime réservé à la concertation sociale, sur lequel le politique ne devrait pas intervenir. Pour moi, cette limite, c'est loin d'être clair. Parce qu'autant, j'aimerais évidemment que les organisations syndicales aient la main sur toutes les questions qui importent aux travailleurs, autant sur d'autres sujets, le parallèle me gênerait. Par exemple, je ne trouverais pas acceptable que ce soit les syndicats de camionneurs, avec l'aspect fortement corporatiste qui est là derrière, qui décident par exemple de la politique de mobilité, qui décident qu'il faut taxer ou pas certaines formes de mobilité, certaines formes de transport. Je trouve que ce sont des questions de société et que ce ne serait pas très démocratique non plus de laisser à certains groupes, en l'occurrence que je qualifierais de corporatistes, avoir la main sur ces questions-là. Et je sais qu'on nous retourne l'argument. Parfois on dit aux organisations syndicales, oui, mais vous prétendez, vous, décider qu'est-ce que devrait être la question des statuts ouvriers employés, mais n'est-ce pas plutôt aux politiques qui représentent l'ensemble de la population de décider là-dessus. Et donc voilà, ça reste une intervention pour moi. J'aimerais avoir quelques éclairages. Merci. Merci. D'autres prises de parole?
si on peut avoir une alternance ou un équilibre d'hommes et de femmes qui interviennent. Pas pour toi, mais pour la suite. Bonjour, je m'appelle Valérie. Abdelrahim Ben Moussa, je suis délégué CNE à Cercle-Médium. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, demander à Henri, peut-être que je vous remercie d'être passé partager avec cette réflexion. J'étais de ceux qui avaient remis en question un certain nombre de propositions, en tout cas de questions qui ont été proposées au débat dans les différentes réunions qui ont été évoquées dans la synthèse. Donc la question de gauche-droite, non seulement qu'est-ce qu'on entend parler, qu'est-ce qu'on met dans ces deux valises, mais l'idée même de continuer à les utiliser comme grille de lecture pour comprendre la réalité complexe qui est celle d'aujourd'hui. On n'a pas également évoqué dans la synthèse la question de notre identité, ça faisait partie des questions qui étaient soulevées. Quand on aborde le chantier de notre rapport aux politiques, mais dans une optique d'affirmation de notre indépendance, mais il y a également notre rapport au confessionnel, puisque aujourd'hui, la Confédération des syndicats chrétiens continue à incarner ce positionnement, cette manière de marquer notre indépendance vis-à-vis de tout ce qui nous voulons pointer du doigt comme étant nos interlocuteurs, ceux qu'on est censé critiquer, ceux à qui on est censé apporter la contradiction. Dans la définition que tu as proposée de la gauche, je trouve qu'elle est claire à moitié. Parce qu'elle permet effectivement d'apporter un peu de précision quant à l'idée de dire oui, c'est la défense d'un certain nombre de valeurs comme la solidarité, comme être du côté de ceux qui sont dominés face à ceux qui sont dominants. Mais je pense qu'il faudra aller plus loin parce qu'on n'est pas naturellement et automatiquement, en tant que syndicat, d'office dans le camp des dominés. Et je pense que tu ouvres une voie royale parce que tu as déjà cité un exemple très précis qui est celui de l'attitude de la CSC dans le dossier Acteris, parce que là, clairement, on a le syndicat qui est du côté du dominant pour accentuer la discrimination subie par les dominés. Et je souligne également, et j'observe que la gangrène ne s'est pas encore totalement emparée de ce corps social, de cet acteur important, parce que si on prend bien que la CSC par exemple, a accompagné une prof de religion islamique dans son combat contre la commune de Grasse-Sologne pour obtenir gain de cause et de pouvoir faire cesser les discriminations qui pesaient sur elle. Donc voilà un même syndicat qui doit aujourd'hui faire la clarté sur son positionnement, dire clairement qu'il est du côté du dominé plutôt que du dominant. Et je pense que dans le chantier qui est abordé, celui de l'identité, celui de notre rapport aux politiques, celui de la réaffirmation de notre projet social et politique, cette clarification-là, elle est nécessaire et indispensable. Merci. Il y a Bruno, et alors pour l'étage supérieur, Jean-Marc est là-bas avec un micro, donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de tester. Pour les femmes uniquement, hein. Uniquement pour les femmes, Jean-Marc. Bonjour, Bruno, président des assurances. Il y a une affirmation que, en tant que l'orateur nous a fait, qui me semble aussi très important et un rappel de notre core business. Là, je prends un terme plus que les patrons utilisent. N'oublions jamais, même si on veut déterminer un rapport avec le politique de manière efficace, n'oublions jamais que derrière politique, il y a aussi population. Et ne devenons pas quelque part un groupe d'élite qui pense pour avoir les bonnes solutions tout le temps et ne retourne jamais vers sa base. La base, c'est notre force. Travaillons avec eux, défendons leurs idées et quelque part, nous ne sommes qu'un filtre, un moyen d'exprimer les différentes revendications des travailleurs, chacun dans nos entreprises. Et donc, n'oublions pas notre core business qui est le peuple, la population, qui est donc par rapport aussi à l'exposé qui a été fait
et l'exemple de la démocratie. La base du pouvoir, c'est bien le peuple. La force du syndicat, ce sont les travailleurs et rien d'autre. Décidément, il semble que les femmes de la CND sont très timides. Bienvenue, Guylaine. Ils vont arrêter, ouais. Moi, j'ai rien à dire, moi. Non, il y a Arlette qui... Après la question, l'intervention de Guylaine, on demandera à Henri de réagir. Je ferai peut-être un petit commentaire aussi. Bonjour. Guylaine Lebel, je travaille dans une société bancaire et l'interpellation sera surtout au niveau européen. Parce que comment, au niveau d'un mouvement social, peut-on créer le mouvement au niveau de l'Europe? Et comment, dans ce débat-là, interpeller le politique? Parce que même si on interpelle quelqu'un au niveau régional, on va nous dire, oui, mais c'est pas nous, il faut demander ça au national, si on demande au national, on nous dit, oui, mais c'est pas nous, il faut aller voir l'Europe, et tout on fait, on n'a pas d'intermédiaire. Et donc, comment créer ça, et qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Voilà. Bien, merci Guylaine. Henri, comment est-ce que tu réagis à ces 4 premières questions ou interpellations? Je ne vais pas réagir à tout parce que tout ne m'est pas adressé. Sur la question, donc un peu sur la concertation sociale et plus sur la question de la gauche soulevée par Abdelghani. Sur la concertation sociale, je ne suis pas outillé comme vous l'êtes pour discuter de son périmètre. La seule chose que je voudrais dire, c'est que la légitimité de traiter une série de questions dans un espace auquel tout le monde n'a pas accès, je ne dis pas que tout le monde a accès au Parlement, mais tout le monde a l'illusion d'y avoir accès, parce que tout le monde a choisi les parlementaires, ou croit les avoir choisis. La concertation sociale se fait dans un cadre différent. On sait que la légitimité des interlocuteurs provient du fait qu'ils sont des interlocuteurs sociaux particuliers. Donc, en Belgique, et c'est aussi une caractéristique du modèle social-démocrate, ça existe dans quelques pays, mais très peu de pays, ce qui est mis dans la concertation sociale est énorme. Et les organisations syndicales ont conquis des espaces pour lesquels on peut se poser la question de leur légitimité, en matière de développement durable, en matière de tas de politiques de ce genre. Donc la seule chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il faut bien être conscient que quand les organisations syndicales sont dans des concertations qui dépassent les questions étroitement syndicales, et tout le monde est bien d'accord, j'ai bien entendu l'exposé de départ, qu'il n'est pas question d'enfermer le syndicat dans de l'étroitement syndical, mais s'il veut être un acteur délibératif dans des caucus, il faut toujours considérer que ça ne va pas de soi dans la population. Pour le moment, on a un discours qui est quand même assez efficace et qui touche même des couches périphériques de travailleurs. Parce que même si le salariat s'étend, la conscience d'appartenir à une classe unifiée par le salariat, elle diminue. La multiplication des statuts, le temps partiel, c'est quelque chose qui mine la conscience des gens. Hein, et de moins en moins de gens se sentent complètement représentés par des mécanismes de concertation sociale. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut y renoncer, surtout pas. Hein, c'est un rapport de force conquis, mais il ne faut jamais oublier qu'on doit toujours expliquer à la population en quoi c'est légitime que les syndicats y soient. Et il y a des endroits où ça me semble plus légitime que d'autres. Alors sur la question de la gauche, je vous ai dit que je vous donnais ma définition quand je parle d'examiner l'action et le projet à partir des dominés. On sent bien que ça n'est pas tellement plus précis que les gens qui veulent définir la gauche en termes de valeurs, c'est-à-dire de notions abstraites où chacun mettra son propre contenu. À la limite, je suis encore plus à l'aise avec la notion de gauche qu'avec un mot qu'on n'a pas prononcé, qui est le mot de socialisme. On n'a pas prononcé parce qu'il n'est pas dans la tradition du mouvement ouvrier chrétien en gros, mais il est massivement présent dans la gauche. Et vous savez que dans beaucoup de pays d'Europe, il n'y a pas de mouvement ouvrier chrétien. Il y a pas de... La gauche, elle est comme ça, elle est laïque au sens philosophique, mais elle n'a pas de connotation religieuse particulière. Je sais bien que la CSC n'en a plus beaucoup, mais enfin, c'est encore dans le mot. Hein. Bon, le mot socialisme
oui, la CNN ne l'a pas, je sais, mais vous faites partie quand même d'une double structure où le mot se trouve. Hein, ça ne vous gêne pas. Même chose pour vie féminine qui a renoncé à l'adjectif, mais le mouvement ouvrier chrétien l'est toujours. Et moi, ça ne me... Enfin bon, je ne discute pas de ça maintenant. Le mot socialisme reste très présent et dans le Parti socialiste, les organisations socialistes, c'est important de réaffirmer cet ancrage identitaire. Mais si vous leur demandez aujourd'hui qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot, ils seront vraiment embêtés. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui mettent dans le mot socialisme l'idée que c'est quelque chose d'alternatif au système capitaliste. Donc, alors, au moins dans gauche, il n'y a pas cette ambiguïté. Dans la gauche, on ne fait pas semblant qu'il y a un projet. Alors qu'est-ce qu'on met dedans, à part ce que j'ai dit, et qui fait qu'à mon avis, c'est tout à fait légitime et qu'on ne doit pas bazarder le mot. La gauche, pour moi, c'est une histoire, c'est une culture, et c'est une direction. Mais on se rend bien compte qu'avec ces trois concepts, on est dans la reconfiguration permanente. La gauche a dû se reconfigurer pour faire une place aux femmes. Pendant un siècle de son existence, ça ne choquait personne que les femmes étaient renvoyées dans leur cuisine. On a pu parler d'un mouvement de gauche, d'une gauche qui avait obtenu de grandes conquêtes, et c'est tout à fait réel, alors que le suffrage universel féminin n'a été acquis qu'en 1948. Bon, ce qui s'est passé pour les femmes doit encore être fait pour d'autres couches. Moi, je pense que l'ouverture du mouvement syndical et de la gauche plus largement aux populations issues d'immigration, et notamment à la classe ouvrière et aux travailleurs issus d'immigration, n'est toujours pas faite. Hein, et que ça aboutit aux problèmes qui ont été rappelés tout à l'heure. Donc là, c'est un travail. Donc on doit simplement se dire, c'est l'opinion que je vous livre. Hein. Pour moi, par fidélité à cette histoire, qui n'est pas une vieillerie, à tous les acquis de cette culture, qui est une culture de classe, hein, même si la classe elle-même est une notion qui se reconfigure en permanence, et il y a une direction qui est l'émancipation des dominés. Au nom de la fidélité à ces trois critères, il n'est pas question pour moi d'abandonner le critère de gauche. Donc je l'utilise tout le temps, je me revendique tout le temps. Je pense que la CNE n'a pas du tout intérêt à le bazarder. C'est tout. Merci Henri. Je me permets deux petites remarques. L'une, pour enchérir ou souligner une chose que tu as dit sur le périmètre de la concertation sociale. Notion peut-être un peu abstraite, mais qu'est-ce qui appartient à décider au gouvernement? Qu'est-ce qui appartient aux interlocuteurs sociaux, aux syndicats? Je pense que bien souligner ensemble aujourd'hui que la discussion de quel est ce périmètre, qu'est-ce qu'on met dans le paquet du gouvernement, qu'est-ce qu'on met dans le paquet des syndicats et des patrons, c'est une question très politique en soi. Et quand Henri dit en Belgique on est dans un pays où ce qui est confié aux interlocuteurs sociaux est énorme, c'est sans doute vrai par comparaison. Ça n'est pas vrai par rapport à nos aspirations. Je vous donne un exemple. La fiscalité est une question qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a été maintenue en dehors du champ de l'organisation sociale. Les politiques ont toujours dit la fiscalité, c'est notre affaire. Et vous savez pourtant que la CC, pas toujours aussi clairement qu'on le voudrait, mais quand même, a des positions sur la fiscalité et voudrait, par exemple, que plutôt que l'austérité, le gouvernement belge, le gouvernement d'Europe mette en place une taxe de grande fortune, etc. Donc nous disons, nous voudrions avoir notre mot à dire, y compris au-delà du champ large par comparaison de la concertation sociale en Belgique aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple. Ce que je trouve intéressant, c'est que si on veut faire, avec le haut niveau de qualité que nous attendons des débats de la réflexion sur quel est notre rapport aux politiques, on va se rendre compte que ce n'est pas seulement dire gauche, droite, socialiste, écologiste, indépendant ou pas. C'est aussi se dire qu'est-ce qui est le job des politiques et qu'est-ce qui est le nôtre. C'est une question difficile. Et moi, je trouve que la manière dont Martin l'a introduite est une manière intéressante de le poser, même si en contrepoint, on peut aussi dire que bien souvent, en tout cas c'est ma conviction personnelle, et ce n'est pas plus ici qu'une conviction personnelle, bien souvent, là où au Parlement tout le monde a l'impression d'avoir eu un mot à dire, c'est une participation, c'est une liberté sans force. On a peu de contrôle sur son parlementaire. Peu est gentil, en général, c'est pas du tout. Alors qu'à travers la démocratie syndicale, sans doute qu'on ne représente pas toute la population, mais on a des capacités de voir ce qu'a fait son délégué, ce qu'a fait son parlement, quelle est la position qu'il a prise à son parlement, et de contester. Et donc, c'est peut-être une représentation moins générale abstraitement, mais plus forte et plus puissante. Donc je pense que les deux méritent d'être discutés, et que
c'est vrai que si on devient un syndicat qui représente une petite partie de la population, les travailleurs des grandes entreprises avec des bons contrats, et qui veut donner son avis sur tout, on finira par se prendre des baffes et sera des baffes méritées. Mais alors il y a deux choix. Soit on dit que puisqu'on ne représenterait plus soi-disant qu'une petite partie de la population, nous nous intéressons que des petits problèmes de ces gens-là, et on revient au syndicalisme corporatiste, ou bien on dit non, on n'est pas d'accord, on ne veut pas représenter une petite partie de la population. On représente aussi les contrats déterminés, aussi les PME, aussi les intérimaires, aussi les travailleurs précaires, et à ce titre-là, on a notre mot à dire sur un vaste ensemble de questions. Je ne veux pas préjuger la réponse qu'on donnera, mais c'est une question importante. Enfin, de je voulais aussi faire une petite remarque sur l'intervention de Bruno, qui a dit politique, population, notre base c'est les travailleurs, c'est la population, et nous sommes les filtres ou le relais ou le reflet de ce que pensent les travailleurs. J'aime vraiment bien que Bruno dise ça, je suis vraiment d'accord. J'aimerais vraiment qu'on ait à l'esprit l'autre moitié ou l'autre face de la pièce. Un délégué syndical, il fonctionne dans les deux sens. Il est le délégué de ses collègues dans le syndicat pour dire mes collègues ils veulent ça ou ils ne veulent pas ça. Il est aussi le délégué du syndicat d'entreprise pour dire mon syndicat a une position, il a une analyse, il a un projet et je tente de vous faire partager. Et donc je pense qu'un délégué qui ne serait pas le reflet de sa base, c'est un mauvais délégué. Un délégué qui serait seulement le reflet de sa base et qui ne tenterait pas de faire partager, de convaincre d'un projet de société, d'une analyse qu'il a la chance d'avoir parce qu'il est délégué, parce qu'il est formé, parce qu'il est dans un collectif, ce serait dommage aussi. Et donc il me semble qu'il faut tenir les deux mouvements en même temps. Nous représentons ce que tu as appelé le peuple, hein, la base des travailleurs, mais nous sommes aussi un syndicat qui a un projet. Nous ne sommes pas n'importe quel syndicat, nous sommes la CNE. Ce projet a été défini par beaucoup de militants pendant des années, et je pense qu'on le porte aussi. On n'est pas seulement à des combats de transmission. Voilà deux petites réflexions avant de vous redonner la parole. Je reproche un peu, je suis permanent à Liège, à CNE. Moi, je vous posais une question par rapport au pluralisme politique et l'action qu'on peut avoir vers le politique. Je pose la question, à partir du moment où on déciderait qu'une de nos actions pourrait être du lobbying politique et qu'on affirme le pluralisme politique, est-ce qu'on ne doit pas définir des balises d'exclusion? Parce que si à un moment donné, on commence à faire du lobbying politique avec des gens qui défendent des valeurs totalement contraires aux projets que nous on défend et aux valeurs qu'on défend, est-ce qu'on ne risque pas de créer une confusion dans l'esprit de nos militants et des affiliés si maintenant on défendait des points qui nous sont chers et qui pourraient être chers à des gens, par exemple d'extrême droite, mais avec des objectifs complètement différents. Mais il pourrait arriver qu'on défende un point particulier ensemble, mais avec l'objectif qui n'est pas du tout le même. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à faire ce genre de choses? Donc nous n'avons pas définir des balises et des exclusions dans les relations politiques qu'on pourrait avoir. Bon, c'est bien parce que Philippe insiste, parce que c'est une question directement au syndicat, ce qui ne me concerne pas tellement. Donc moi je pense qu'effectivement, il y a un champ de gens fréquentables. Si tu as dit extrême droite, qu'est-ce qui fait qu'on les caractérise comme extrême droite? En général, c'est le rapport aux étrangers, notamment, le rapport à l'immigration. Alors il y a une balise qui s'applique à la démocratie, il y a toutes les... Malheureusement que les gens n'ont pas trop bien... Pas tellement bien intégré. C'est la question des droits fondamentaux, la question des droits humains. Ça, c'est quelque chose qui transcende tout particularisme politique. N'importe quelle politique, il peut y en avoir plusieurs sur le marché, des meilleures, des moins bonnes. Mais toutes les politiques doivent respecter les droits fondamentaux. Si elles ne le respectent pas, elles sont cassables et cassées. Et en tout cas,
une organisation syndicale qui est quand même ce qui est le haut de gamme en matière d'organisation démocratique ne devrait avoir aucun rapport avec des partis politiques dont on peut considérer qu'ils ne respectent pas les droits fondamentaux. Donc, si ça a du sens de parler d'un parti d'extrême droite, je pense que ce sera le cas. Qu'avec un parti de ce genre, il n'y aurait pas de relation à avoir. J'aurais du mal à parler à des gens d'assez aînés s'ils parlaient, eux, avec des partis d'extrême droite, mais je pense que ça n'arrivera pas. Ok, merci Henri. Tu as fait, à mon avis, la partie la plus facile, sans vouloir être exigeant, de la réponse à Jean-Paul. Parce qu'en effet, sur ces points-là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de débat entre nous. Des gens qui nient l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les gens de différentes origines, qui nient l'aspiration à la démocratie, ne peuvent être nos interlocuteurs en aucun cas, si ce n'est éventuellement pour les faire taire bruyamment. Mais là où la question, je pense, Jean-Paul, est plus difficile, c'est parmi des partis réputés démocratiques. Est-ce qu'il y a des partis avec qui on doit plus parler que d'autres ou moins parler que d'autres? Régulièrement, ça ne vous surprendra pas, quand on réalise un débat, par exemple, la question se pose dans la CD de dire est-ce qu'on invite ceux que tu as rappelés être les trois partenaires habituels du MOC, CDH, PS, Écolo? Est-ce qu'on invite aussi des partis plus petits qui n'ont pas de représentants, qui sont par exemple dans la gauche radicale aujourd'hui, avec la difficulté, jusqu'il n'y a pas longtemps, qu'il avait un si grand nombre qu'il fallait rajouter 10 chaises au podium pour avoir toute la diversité des chapelles de l'extrême gauche. Bon. Et, question plus délicate souvent, et à laquelle on a répondu parfois dans un sens, parfois dans un autre, est-ce qu'on invite un parti libéral? En sachant que, de toute évidence, les partis libéraux, MR par exemple, sont des partis démocratiques, ce ne sont pas des partis extrême droite, ce ne sont pas des partis qui sont en dehors du jeu démocratique. Et donc là, je trouve que c'est une question intéressante, et j'espère que la discussion d'aujourd'hui, et surtout les délibérations qui suivront, permettront d'avoir une pensée collective dans la scène là-dessus. Il est clair que si on met la balise là où Henri la met, avec raison, on ne parle pas avec des gens qui sont des ennemis de la démocratie. Mais alors, il faut inviter le MR. Oui, tu prendras la parole tout de suite alors. D'un autre côté, en termes de projet politique, il est clair que le projet syndical, il repose sur une espèce d'ADN, de colonne vertébrale, qui est que les dominés, pour parler comme Henri, les travailleurs, les salariés, ceux qui dépendent de leur boulot, qui n'ont pas un château en Espagne ou des rentes, doivent se défendre collectivement, parce que s'ils sont seuls à seuls devant le patron, ils sont dans un rapport de force défavorable. Il y a une contradiction profonde, me semble-t-il, c'est pour ça que j'ai jamais compris comment pouvait exister une chose aussi étrange qu'un syndicat libéral. Il y a, me semble-t-il, une contradiction dans les termes entre le fait de dire on s'en sort mieux quand on fait des règles collectives, des conventions collectives par exemple, et l'idée que c'est le fondement du libéralisme, économique en tout cas, c'est-à-dire tout ce qui reste de libéralisme aujourd'hui, l'idée que l'intérêt individuel de chacun poursuivant son intérêt individuel, va produire automatiquement du bien collectif. C'est la définition du libéralisme économique, que chacun poursuive exclusivement son intérêt individuel et ce sera meilleur pour tout le monde. Soit l'un est vrai, soit l'autre, mais il me semble que les deux sont difficilement vrais en même temps. Soit on croit qu'il faut que les travailleurs s'organisent pour obtenir des règles collectives, quitte à ce que peut-être le barème qu'on va définir, ou le temps de travail qu'on va définir, n'est pas exactement celui que Pierre, Paul ou Jacques auraient voulu, mais qu'il est collectivement meilleur que les travailleurs, soit on pense qu'il veut que chacun tire son plan de son côté, et que par la magie de la main invisible, bien connue, la poursuite par chacun de son intérêt individuel produit du bien collectif. Et donc, il me semble qu'en termes de projet politique, il n'y a pas de difficulté pour moi à dire que les gens qui se revendiquent du libéralisme économique ont un projet différent du nôtre. Est-ce que ce projet est répugnant, infréquentable, antidémocratique? Pas du tout. Mais il est, me semble-t-il, profondément différent. Là où les choses se compliquent, c'est quand on voit des partis socio-chrétiens ou des partis socialistes ou des partis écologistes qui votent des mesures profondément libérales. Blocage des salaires, privatisation, traité européen sur l'austérité éternelle. Alors on est un peu perdu, parce qu'on a alors des partis qui ont une étiquette social-démocrate, socialiste, progressiste, je ne sais bien quoi, mais qui font le contraire. Et donc pour moi, le plus grand événement politique de ces dernières années,
c'était le scandale de la lasagne à la viande de cheval, puisqu'on a pu voir de manière très spectaculaire qu'il ne faut pas faire confiance aux étiquettes, que c'est pas parce qu'il y a écrit pure botte sur une lasagne qu'il y a du beurre dedans, et ça s'applique parfaitement aux partis politiques. C'est pas parce qu'un parti politique s'appelle sur l'étiquette socialiste ou écologiste ou démocrate humaniste qu'il y a ça dedans. Il y a peut-être du cheval dedans. Voilà, et donc pour moi la question de Jean-Paul, elle doit se poser à deux termes. Bon, il y a des gens qu'on ne veut absolument pas voir, Henri a fait le point là-dessus, et il y a des gens qui explicitement ont un projet politique contraire au nôtre, sur les questions économiques. Hein. Après, il y a l'état de domaine de la vie publique. La CNE n'a pas de position sur l'euthanasie pour les enfants. Et je ne crois pas qu'il doit en avoir. Ce n'est pas son boulot. Et là-dessus, est-ce qu'on est plus proche du PS ou des colons du CDH ou du MR? La question ne se pose pas. Mais sur les questions économiques, les questions de salaire, de protection sociale, d'emploi, de services publics, le projet des partis libéraux est antagoniste à notre projet. Les pratiques du PS, des colons du CDH, il faut voir. Je peux ajouter un mot? Alors, je vais vous suggérer une question que vous allez poser à Jean Dams tout à l'heure, hein, puisque c'est intéressant de voir comment le MOC évolue sur cette question-là. Tout à l'heure, j'ai parlé des 3 invités traditionnels aux semaines sociales, mais il paraît, enfin vous êtes plus au courant que moi, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, le MOC a supprimé cette allusion aux 3 amis. Et ça s'est traduit par une déclaration d'Alda Colson, l'actuelle patronne des mutualités, si je ne m'abuse, en disant « c'est terminé cette affaire, maintenant le MOC pourra aussi s'adresser au MR et au FDF ». Bon, je vous suggère de poser cette question à Jean Dams tout à l'heure, qui évidemment n'est plus en charge, mais il est quand même invité pour parler du MOC. Je pense qu'en fait, ce changement de position ouvre le jeu et va vous obliger à avoir des attitudes différenciées selon les cas. Je pense que les partis politiques de gauche vont devoir maintenant prouver chaque jour qu'ils sont en position d'être des interlocuteurs privilégiés des syndicats de gauche. Il y a des raisons de croire qu'ils resteront dans les conditions, mais ils doivent le prouver chaque jour. Et il faut que les syndicats fassent encore la preuve chaque jour que les partis de droite ne sont pas des interlocuteurs privilégiés. Ça signifie par exemple que dans une campagne électorale, s'il y a des mémorandums, ou s'il y a des questions à poser, qu'est-ce que vous pensez de ça, répondez par oui ou par non, ou bien par tout ce que vous voulez, je pense que ces questionnaires doivent absolument être adressés à tout le monde, sauf ceux que, avec facilité, j'ai exclus du périmètre, ce qui ne concerne pas vraiment les francophones, par grande chance. Mais en Flandre, il faudrait l'adresser à la NVA aussi. L'analyse des réponses permettra de classer les gens en diverses catégories. Hein. Bon. Et ça aurait du sens pour la suite des choses. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de se traduire en invitation symbolique dans une semaine sociale ou dans un congrès, trucs pareils. Il s'agit aussi avec les organisations politiques, quelle que soit leur taille, avec qui on sent qu'on peut peut-être un petit peu faire passer un message, qui sont sensibles à ce qu'on leur dit. Il s'agit de structurer cette relation. Et c'est là qu'il y a une différence à faire entre certains partis et d'autres, mais il faut le prouver régulièrement. Vous savez très très bien que dans les militants syndicaux, hein, il y a des gens qui votent pour les partis pour les partis libéraux, et qu'il faut donc régulièrement expliquer pourquoi ces partis ne sont pas des partenaires, même si on peut causer avec eux. Alors quelle forme ça doit prendre? Ça c'est quelque chose que vous n'avez pas discuté. Hein. On doit parler avec, petits, grands, on doit essayer de les influencer, mais est-ce qu'il n'y a pas des lieux, des formes? Moi je rêve toujours que, bon, dans l'histoire du MOC, il y a eu des tentatives. Quand le MOC a cessé d'avoir un interlocuteur privilégié, il a, à un moment donné, voulu lancer une fondation politique qui aurait dû être quelque chose d'un peu léger. Ça n'a pas tenu longtemps, je ne sais pas pourquoi. Le MOC lui-même s'est chargé du travail strictement politique, mais le MOC, vous savez, est donc une structure qui est un cartel d'organisation du mouvement social historiquement catholique, avec des contenus très différents, des détails très différents. Je me demande, moi, si, avec son positionnement très particulier, la CNE ne pourrait pas réfléchir à une forme de fondation politique qui lui permettrait d'avoir des dialogues avec certains courants,
particuliers, petits et grands d'ailleurs. Ce serait d'ailleurs pas du tout inutile de trouver un endroit, en tenant compte du poids que la CNE a dans le champ politico-social belge, d'être un endroit où des petits et des grands seraient obligés de discuter et de patronner. Puisque mon micro à moi fonctionne, Mathieu, je vais être honnête. C'était la question du positionnement par rapport à la politique. Tu demandais si on doit se contenter de faire lobby par rapport aux partis de gouvernement, par rapport aux partis qui sont au Parlement, ou bien est-ce qu'on doit aussi donner la parole à des petits partis qui ne sont pas ou qui ne sont pas encore, au nom de la prestation de l'ensemble des travailleurs. Il me semble que tu as même dédoublé ta question en disant faut-il leur donner la parole, ces petits partis? Faut-il même soutenir leur programme? Il me semble que ce sont deux questions différentes. Et donc ça, on va y répondre. Alors, moi j'ai juste une question. Souvent, depuis qu'on parle de notre rapport en politique, ah oui, pardon, je ne sais pas. Je suis permanente à la CG. Et donc, ma question c'est, est-ce qu'on peut aussi se demander ce que les partis attendent de nous? Est-ce que les partis politiques attendent quelque chose de nous? C'est pas uniquement nos demandes. Est-ce qu'on peut leur donner, est-ce qu'on veut leur donner ce qu'ils demandent, notamment quand on connaît le principe d'indépendance, etc. Est-ce que c'est possible? En fait, il nous semble que amener des revendications sans rien proposer en échange, je ne parle pas de corruption, hein, c'est un peu vain. Donc, de quoi les partis ont besoin? Est-ce qu'on veut leur donner ça? Est-ce qu'on peut leur donner ça? Tony, je suis permanent. Moi c'est pour vous faire part d'un véritable malaise personnel, un questionnement plutôt. Je suis tout à fait en phase avec notre positionnement CNE sur notre, que nous soyons, que nous parlions avec tout le monde, notre indépendance, etc. Mais en termes de une question de pure stratégie, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner tout ça? Et je m'explique par un exemple plutôt factuel, très concret. Pour l'instant, mais nous flinguons allègrement dans les réseaux sociaux, en externe, etc., le PS, politique chômeur, etc., PSCG. Nous flinguons les écolos, qui, avec leur vote un peu schizophrène du PSCG, des choses comme ça. Nous flinguons le CDH, bien entendu, pour des raisons que je n'évoquerai pas. Et que dire des libéraux, etc. Donc, on ne dit pas pour qui voter, on ne doit pas dire pour qui on vote, mais on dit tout ça. Nous savons clairement, et peut-être que, et peut-être que la réponse est là derrière, que nos affiliés, ils sont parfois un peu derrière nous, derrière certains d'entre nous, parfois loin derrière certains d'entre nous, parfois extrêmement éloignés de certains d'entre nous, qui fait que nous savons en tout cas que tout ce message-là ne va pas amener l'essentiel de nos affiliés à voter pour la gauche radicale. Et donc, partant de ces constats-là, que j'appelle des constats, ce n'est pas du jugement, qu'est-ce que ça donne comme résultat sur le résultat d'un vote? Qu'est-ce que ça donne? Donc pour moi, c'est un décautionnement personnel. Bonjour, je m'appelle Sergio, je suis transsexuel, et donc à moi tout seul, je représente déjà la parité homme-femme à la série. J'aimais bien la question de tantôt par rapport à l'Europe et l'influence qu'on peut avoir sur l'Europe, mais j'irai même plus loin. Est-ce qu'on a réellement une influence par rapport aux politiques en sachant que, et on le lit de plus en plus, que le politique a les pieds et mains liés par rapport à des grands financiers. Donc, à partir de quand on peut encore influencer le monde politique si on dit que le politique n'a plus rien à dire parce que c'est des grands financiers qui sont très puissants, qui ont tout le pouvoir quelque part. Voilà comment on peut encore intervenir. Bonjour, je m'appelle Sana, je suis déléguée dans le secteur bancaire. Et moi, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de m'interroger sur l'égalité des travailleurs.
le fait qu'on ait autant de commissions paritaires différentes, le fait que nous ne soyons vraiment pas égaux en droit, tout cela, moi, ça m'interpelle de plus en plus. Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on devrait avoir nos réflexions. Parce que j'ai l'impression que c'est comme quand on est né quelque part, on a certains droits et si on a la malchance de naître ailleurs, on ne les a pas. Eh bien, c'est la même chose pour les commissions paritaires. Si on a la chance d'appartenir à telle commission, on a certains droits et privilèges. Et si on atterrit dans une autre, on n'en a pas. Voilà. Je m'appelle Sanato Matika, je suis délégué chez IBM. Sergio m'a un peu coupé l'herbe sur le pied, parce qu'en fait, effectivement, vous avez parlé de politique de dégénérescence, tout simplement parce que les lobbying ont fait un tel rapport de force, du lobbying financier, ont fait un tel rapport de force juste après la guerre. Il y a un très beau film qui en parle d'ailleurs, le président de donc ils ont fait un tel rapport de force que les syndicats n'ont pas vu venir, à mon avis, ou bien ils n'ont pas voulu voir venir. Et le rapport de force qui existait à l'époque, heureusement, c'était le mur de Berlin et la crainte, en fait, la seule crainte qui existait, c'était la crainte du communisme et la crainte que les communistes allaient chercher la richesse de ces capitalistes. Et c'était ça qui faisait qu'il y avait une meilleure, en tout cas à mon avis, je ne dis pas que c'était la vérité, mais c'était un petit peu ça qui faisait leur crainte, et une meilleure redistribution en fait de la production des travailleurs. Et je pense que là, quelque part, actuellement, vu la mondialisation, vu le fait que le capital peut être bougé d'une seconde à l'autre, on ne se rend pas compte, mais d'une seconde à l'autre, une entreprise déplace son capital et on se rend compte que dans les pays européens les plus développés, la plupart des services actuellement sont orientés tout simplement services financiers, assurances et autre chose. Tout ce qui n'est pas ce genre de service, tout simplement parce qu'en Europe, il y a une meilleure régulation et une meilleure contrôle, eh bien justement, on ne veut pas de ce contrôle, on ne veut pas de cette régulation au niveau financier. Et en Europe, c'est eux qui dominent en fait la politique européenne. Ce sont les financiers. C'est clair. Mais quelle bande de machos. Isabelle. Alors, moi je pose une question qu'on a partagée un peu au niveau notamment de la section de Charleroi, mais aussi de la province du Hainaut, puisque l'année passée on s'est associé à la IGTB dans une démarche qui voulait rassembler tous les militants, pas seulement syndicaux, mais en tout cas au départ l'idée de se rassembler au niveau du Front commun, les militants syndicaux, aussi du monde académique, du monde des mouvements, des associations, etc., pour poser un constat qui est que les politiques aujourd'hui au pouvoir ont une politique libérale et nous amènent dans une situation où la crise nous étouffe. Et donc ce rassemblement était un rassemblement qui avait pour objectif de dire voilà, stop à la crise capitaliste, quelles sont les alternatives? Et donc on a interpellé les politiques par rapport à ça. Ceux qui y ont participé sont des partis émergents autour du PTB. Bon, il n'y avait pas que le PTB, il y avait une série de petits partis. Quelques militantes chez Écolo se sont associés à la démarche, du Parti socialiste aussi, pas beaucoup, mais quelques-uns, qui ont pris leurs responsabilités depuis d'ailleurs. Et donc, la question c'est, aujourd'hui, on dit c'est oui, mais. Oui, mais, qu'est-ce que ça va apporter? Oui, mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied dans le contexte politique global, général, à la Belgique? Donc, c'est un peu dans ces réflexions-là qu'on se positionne, puisque depuis, il y a une initiative autour du PTB de faire un cartel de gauche avec 2-3 autres partis, PTB, Gauche ouverte,
qu'est-ce que dans le paysage politique d'aujourd'hui pour demain, on est dans l'humain, ça peut venir, et quelle stratégie a une organisation syndicale, un peu dans le même sens de la question que Tony posait, qui doit rester en phase avec ses convictions, avec ses constats et en phase avec son projet pour une autre société pour demain. Comment est-ce qu'on peut se débrouiller là-dedans sans, comme je disais, c'est un peu imagé, mais sans se tirer une balle dans le pied. Yves, je suis permanent à la CNE. Et donc, du non-marchand. Je trouve qu'il y a une question qui est une question de légitimité qui est posée par beaucoup de travailleurs et de militants de base. Quelle est la légitimité du syndicat à prendre position, à agir, à réagir, et de façon très régulière, on nous dit oui mais ça c'est pas dans le champ de vos compétences, ça ne nous regarde pas, ça on n'est pas au syndicat pour ça. Donc c'est vraiment la question de la légitimité qui est posée. Et cette légitimité, je pense qu'on a le débat, y compris au sein du syndicat. Est-ce que la légitimité, c'est le syndicalisme interprofessionnel, par exemple? Est-ce que c'est le syndicalisme sectoriel, par exemple? On a, par exemple, dans le cadre de la réforme de l'État maintenant en Belgique, de gros débats entre l'interprofessionnel et le sectoriel non marchand, qui va représenter les gens dans les organes de gestion, par exemple. Quelle légitimité? Alors, la gestion de la sécurité sociale, la légitimité, elle était autour des cotisants, des travailleurs cotisants, donc c'est normal que l'interprofessionnalisme. Dans le cadre de la réforme de l'État, c'est une dotation fédérale à la région, par exemple, pour gérer les maisons de repos. Et donc, pourquoi est-ce que l'interprofessionnel aurait encore une légitimité à s'occuper des soins de santé en région wallonne ou en région bruxelloise, si on prend cet aspect-là? Donc, quelle est la nouvelle légitimité du syndicat? Quelle est la légitimité qu'il se donne à parler au nom de quelqu'un? Je trouve que le débat autour de ça est un débat fondamental qui, alors, peut orienter l'interlocuteur vers lequel on va. Je pense, par exemple, que réagir par rapport aux décideurs, qu'ils soient économiques, et là, on ne le conteste pas en tant que syndicat, et qu'ils soient politiques, est vraiment dans nos gènes, dans, comment tu disais, nos logiciels. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on est là, réagir vis-à-vis de ceux qui décident, qui ont le pouvoir de décider et d'imposer. On a vu que le politique se substitue à la concertation sociale quand il décide que ça ne va plus comme il veut. Donc, de quel droit est-ce qu'on nous empêcherait de réagir vis-à-vis du politique? Pourquoi? Tout le monde sait que l'Europe impose des choses qui font que le dialogue social n'est plus suffisant en Belgique. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne réagirait pas vis-à-vis de l'Europe au niveau politique? Donc, on sent bien qu'on a une légitimité. Mais avons-nous légitimité à prendre position sur le droit à l'avortement? Là, tout de suite, on va avoir des gens qui vont dire eh non, 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 mais de quel droit un syndicat qu'on appellerait par exemple chrétien pourrait dire ah mais le pape nous dit qu'on doit prendre position. Et donc, quelle légitimité? Mais allez, je trouve que c'est fondamental si on veut avancer. Par contre, que le non-marchand se batte contre le gouvernement wallon qui dit que demain la priorité c'est l'industrie et l'enseignement, mais que le non-marchand et les services publics n'ont plus leur place, qu'ils soient écolos, socialos ou autres, c'est notre légitimité. Et s'il faut passer par des interlocuteurs politiques de l'opposition en Wallonie, moi ça ne me gêne pas. J'ai légitimité à travailler avec ces gens-là si ils défendent notre vision. Si par contre ces gens-là ne défendent pas notre vision, je ne vois pas de quel droit je les utilise. Mais donc je trouvais qu'il faut d'abord parler de cette légitimité. Ok, sur cette
dernière intervention, je vais passer la parole. Bon, beaucoup de questions ne me concernent pas directement. Enfin, directement presque aucune en fait. Mais sur le vote, hein, de l'intervention d'Isabelle, ce que la CNE a fait à Charleroi. Bon, je vais un peu vous parler de ma revue à l'occurrence, parce que vous allez voir, je trouve qu'il y a des points communs de positionnement en gros. Dans la revue politique, on a un point commun de pratiquement tous les membres du collectif éditorial. Tous ceux qui ont pris une position sur l'affaire des traités sont tous contre cette signature. Mais ils en tirent des conséquences, des conclusions absolument différentes en termes de positionnement politique. Il y en a pour qui ils voient dans l'opposition au traité le fait de l'obligation de s'engager encore plus fort qu'ils étaient déjà avant dans l'émergence de quelque chose de nouveau. Et vous en avez qui sont partie prenante, donc ils soutiennent les listes PTB Géo, comme certains anciens d'ailleurs cadres de la CNE. Hein. Je ne cite pas de nom, si vous avez vu qui était dans le petit bistrot pour lancer le programme. Vous en avez aussi qui soutiennent plutôt l'initiative concurrente qui s'appelle Vega et qui vous explique pourquoi c'est pas du tout la même chose. Mais vous en avez aussi, pratiquement dans les mêmes proportions, qui sont à écolo et qui sont au PS, avec cette position-là, parce qu'ils disent c'est quand même ces partis-là qui pourront prendre des décisions qui peuvent influencer quelque chose, et donc c'est dans ces partis-là qu'il faut militer. Cette position est même indépendante de la question des traités, et elle renvoie en fait à la grosse question, où est-ce qu'on est le plus utile en politique? Est-ce qu'on est le plus utile dans des partis qui correspondent à 100% avec ce que tu crois, mais qui sont très en avant-garde, très minoritaires, donc qui sont un aiguillon, qui peuvent apporter un électrochoc, ou est-ce qu'il vaut mieux être avec peut-être même les mêmes idées à la limite? Dans des grands partis, on va se faire ramasser, on ne fera passer qu'une petite partie de son programme, mais où ça passera. Hein? Eh bien, la revue rassemble tout ça. Et moi, mon sentiment, c'est qu'un syndicat comme la CNE rassemble tout ça aussi. Et donc, il faut voir quelles sont les positions qui peuvent être prises en public, hein, et quelles sont celles où on doit laisser la liberté des gens. Moi, je pense que l'initiative de la CNE, du NO essentiellement, était tout à fait salutaire, dans la mesure où je pense que ce qu'il faut dire, c'est que l'offre politique ne nous satisfait pas. On ne peut pas se satisfaire d'une autre politique de partis qui disent qu'on fait bien de voter ces traités. On pourrait parler d'autre chose que les traités, mais c'est vraiment très, très emblématique. Mais les conclusions qu'on en tire peuvent être extrêmement diverses. Et il y a une différence entre trouver que c'est salutaire qu'une offre politique soit plus complète et de le traduire par un soutien explicite et surtout ou par une consigne de vote. Ça, c'est une affaire très, 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 très compliquée, cette histoire-là. Moi, ma grande préoccupation par rapport aux élections qui viennent, c'est quel score fera toute la gauche. Celle avec laquelle je suis plus ou moins, je suis très d'accord, mais qui ne fera pas beaucoup de voix, celle laquelle je suis moins d'accord, mais qui en fera beaucoup. Moi, ma grande crainte, c'est est-ce que la somme de tout ça sera plutôt en hausse ou plutôt en baisse. Ça, c'est évidemment, si jamais, par exemple, la gauche radicale a un succès, mais que ce succès n'arrive même pas à compenser le recul du PS et des colos, je pense que c'est une défaite. Ça, c'est sûr. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Bon, je sais beaucoup de gens dans la polémique disent, surtout dans les partis de la gauche gouvernementale, qu'il y a un appel au vote utile et qui disent toute voix qui sera enlevée, qui sera pour les petites listes sera enlevée aux grandes listes. Il faut aussi donner espoir aux gens. On ne peut pas pousser les gens à voter pour un programme auquel ils ne croient plus. Et il faut savoir aussi qu'il y a, d'une élection à l'autre, entre 8 et 10% de renouvellement du corps électoral, entre les nouveaux votants et puis ceux qui ne votent plus pour des raisons de force majeure, qui n'appartiennent à personne. Hein, et pour lequel il faut encourager la concurrence, surtout à gauche, la concurrence des projets. Par rapport à ça, je trouve qu'un syndicat comme la CNE doit être exigeante, mais qu'on n'attend pas d'elle, et je ne pense pas que ses affiliés la suivront si elle va au-delà d'un certain stade. Donc il faut interpeller les partis politiques, essentiellement ceux de gauche, avec toute la discussion qu'on a eue avant, hein, et il faut leur dire qu'en tout cas, voilà, s'ils veulent avoir le soutien des affiliés de la CNE, il faudrait qu'ils avancent un programme et qu'après ils le mettent en application dans un certain sens. Voilà, c'est tout. J'ajoute à ces bonnes paroles quelques commentaires encore. Je trouve très important l'intervention de l'État. Nous sommes un syndicat qui est
idées assez claires. Ça veut pas dire que la totalité de ces membres les défend 100%, mais elles résultent de décisions collectives, et on appelle un chat, au Conseil. Et donc régulièrement, les gouvernements, bruxellois ou allemands, fédéraux, prennent des positions qu'on n'accepte pas, et on le dit. Et comme on ne le dit pas toujours avec beaucoup de gants et de diplomatie, parce qu'on a le souci d'être clair, on ne fait pas des amis ou pas écolos, on se fait des amis au CDH, on se fait des amis au PS, encore moins de ma mère sans doute. Et ça pourrait conduire à une sorte d'antipolitique. Ça pourrait conduire à ce que des gens qui n'ont pas la même réflexion, le même niveau d'information, la même possibilité de débattre collectivement, comprennent notre message comme c'est tous des pourris. Et c'est vraiment pas l'intention qu'on a. Et par exemple, quand j'ai pris la parole il y a une semaine sur le départ de Claude Rollin au CDH, s'il y a bien une chose que je n'avais pas envie de dire, c'est pourquoi dans la deuxième intervention, dans la libre, j'ai été parti d'anglais, je n'avais en tout cas pas envie de dire que s'engager en politique est une chose honteuse ou sale. Je pense qu'il faut des hommes et des femmes qui s'engagent en politique sur base de conviction, avec une éthique, sur base de collectifs qui les portent et qui les contrôlent. Et donc, surtout, ce serait vraiment le contraire de ce qu'on veut que de donner l'impression que tous les gens qui font la politique sont nos ennemis. Certains le sont, mais pas parce qu'ils font la politique. Parce qu'ils font, dans leur rang de politique, des choses qui sont contraires aux intérêts de nos affiliés. Mais donc, effectivement, nous avons des désaccords avec des décisions d'un ministre CDH, d'un ministre PS, d'un ministre écolo. Mais mieux vaut 1000 fois des affiliés qui, pour des bonnes raisons, voteraient pour des candidats de tel ou tel de cet article, plutôt que d'avoir des affiliés qui diraient, puisque c'est tous des pourris, on va voter pour Laurent Louis ou Michael Motrifonen, ou ne pas voter du tout. Ce qui revient à laisser alors notre tout petit pouvoir de citoyen à l'abandon. Donc je pense qu'on doit être critique et clair par rapport aux positions des partis et du gouvernement. Ça ne doit pas devenir, c'est un jeu trop facile et qui est le jeu de nos adversaires fondamentalement, de cracher sur la politique en général. Deuxième réflexion par rapport à l'initiative de la FGTB de Charleroi à laquelle la CNE du Hainaut s'est jointe. Je partage assez bien les commentaires faits par Henri, j'en rajouterai un ou deux. La FGTB, et à Charleroi, elle a pris ses responsabilités de façon fort claire, mais ailleurs également, elle a un problème que nous n'avons pas. La FGTB doit divorcer du PS. De n'avoir jamais été marié nous dispense ce pénible devoir. Sans doute que l'ACV en Flandre doit encore divorcer du CDNV. Je vous le dirai pas fait, ou pas entièrement, mais à la CNU, où on n'a jamais eu de relation très étroite avec aucun parti, on n'est pas marié et donc on n'a pas cette même difficulté de devoir proclamer le divorce. Quand je dis ça, je ne veux pas retirer le mérite de Daniel Piron et des collègues de la FGT Charleroi qui ont fait, je trouve, un travail en termes de contenu et d'analyse politique fort intéressant. Mais notre position de départ est un peu différente. Nous sommes déjà libres. Parce que nous faisons un usage intelligent de liberté, c'est de vérifier chaque jour, mais nous n'avions pas besoin de divorcer. Ce que je trouve très positif dans l'initiative de la FGT de Charleroi, et pour laquelle je me réjouis que les collègues de la CNE du Hainaut aient alimenté la discussion, c'est refuser de continuer à se laisser mener par le bout du nez, par les étiquettes, par le monopole des étiquettes. Trois partis, comme la ronde en foire, qui disent la gauche c'est nous. Ne regardez pas nos actes, ne regardez pas ce qu'on fait, ne regardez surtout pas les autres qui pourraient dire qu'eux sont à gauche. Nous, c'est la gauche. Petite réflexion désabusée. Si l'idéal optimum éternel de la gauche, c'était l'addition du PS, du CDH et des colos, eh bien, à Bruxelles, en Wallonie, la Comédie Française, nous serions au pareil, puisque nous sommes gouvernés, bien sûr, damnés par ces trois partis-là. Et donc, on peut peut-être soutenir ceux qui, comme la CNE du Hainaut et comme beaucoup d'autres, disent méfions-nous des étiquettes, parlons du contenu plus que de l'emballage, et vérifions ce qui correspond aux intérêts de notre vie. Je prolonge cette réflexion en répondant en partie, j'espère, à l'intervention de Mathieu qui a parlé de là en haut. Faut-il donner la parole et dialoguer avec de ces nouveaux partis qui ne sont pas au Parlement? Je pense certainement oui, avec deux balises, pas des partis qui refusent la démocratie et pas des partis totalement insignifiants. Je pense que si le président d'un parti n'a que 3
Parler avec eux, oui. Mais Mathieu, tu as posé une seconde question, tu as dit, est-ce qu'on ne doit pas aussi soutenir leur programme? Là, je pense qu'on atteint une des limites que Isabelle évoquait, en disant, ne nous tirons pas une balle dans le pied, que Henri aussi. Soutenir le programme. Si c'est soutenir telle ou telle idée, non pas parce que Raoul de Debout, ou Vega, ou Vincent de Crowley, ou Sofia Boirfa l'auraient dite, de soutenir l'idée parce que c'est la nôtre. Parce que nos militants nous ont dit, nous on est pour telle mesure. En dire d'emploi, de sécu, d'Europe. Soutenir des éléments, le programme, oui. Soutenir le programme d'un parti en disant le parti X, Y, Z, eh bien son programme c'est le nôtre, ça je pense qu'on ne peut pas le faire, on ne doit pas le faire. Notre programme, nous l'avons. Il a été actualisé en 2010, il est très complet et précis. Quand des partis rejoignent notre programme, je pense qu'il faut s'en féliciter. Et qu'on va soutenir ces idées-là. Et je n'ai pas envie de soutenir un parti. Encore une petite réflexion sur la démocratie. Il va soulever des questions difficiles en disant, il a compliqué la question, évidemment, qu'attendre d'autres de Yves. Il a rendu les choses plus compliquées mais aussi plus intéressantes en disant, il ne suffit pas de dire ça c'est pour le politique, ça c'est pour le syndicat. Dans le syndicat, il y a encore l'interpro, le sectoriel, etc. Étant responsable d'une centrale, étant comme vous membre d'une centrale, je pourrais être suspecté de dire il va prêcher pour les centrales, plutôt que pour l'interpro. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je voudrais bien souligner un point plus important. Dans une centrale, dans une fédération régionale, sur la fédération de Liège, de Bruxelles, n'importe laquelle, il y a la possibilité d'une démocratie directe. Vous êtes réuni au comité national, ce comité national prend des positions en général sur base des comités provinciaux dans lesquels les militants peuvent s'exprimer et voter. Et donc dans les organisations constitutives de la CSC, il y a la démocratie relativement directe. Après, on peut poser la question avec Henri de dire, oui, mais 800 militants par rapport à 160 000, je trouve que c'est pas mal du tout. Mais dans la CSC, on est à un étage plus abstrait, plus éloigné. Donc la démocratie, c'est plus que une personne par organisation qui va participer à un consensus. Et donc je trouve que dans le débat que Yves ouvre, et qui est, je trouve, fort intéressant de dire, dans le champ du dialogue social, comme on dit malheureusement, ou de la concertation sociale, comme on devrait dire, qu'est-ce qui est pour les syndicats et qu'est-ce qui est pour le syndicat interprofessionnel, disons Claude Rollin, jusqu'à pas longtemps, et qu'est-ce qui est pour le syndicat professionnel, Delphine, Patrick, Yves, Patricia, Claude, les représentants des secteurs. Je trouve que c'est une question vraiment très très importante, et je soulignais qu'il y a la question de la démocratie interne. Sur l'Europe, très vite, deux mots. Je pense que les collègues qui ont souligné que la construction européenne rend la démocratie plus distante, plus compliquée, moins démocratique, je pense qu'ils ont 100% raison. Et le jeu de miroir, que je ne sais plus lequel d'entre vous est venu exposer ici au micro en disant on se tourne vers notre gouvernement et dit c'est l'Europe, mais on sait bien que si on se tourne vers l'Europe, on va dire c'est le chef d'État qui décide, hein. Donc c'est Elio. Bon, donc je pense que nous avons une responsabilité. Par exemple, on peut dire la CNE, c'est une toute petite partie du mouvement social européen. Oui, c'est vrai. Mais parfois, ce sont les minorités qui doivent bouger. Et je peux vous dire que dans un paquet de secteurs, nous le faisons. Vendredi, dans la rue de Bruxelles, il y avait une action du réseau européen contre la privatisation des soins de santé. C'est une manière de poser une question politique à partir du mouvement syndical, et ça a été fait au plan européen. Si la CNE, le secteur de santé, ne peut pas initier et porter avec quelques autres, ce réseau-là n'existerait pas. Donc il faut faire des choses comme ça. Dernière chose, plusieurs collègues sont intervenus, notamment Salvatore et d'autres avant lui, pour dire oui, mais finalement on parle de politique, mais les politiques n'ont plus rien à dire, c'est le monde financier. Et là, je trouve qu'on doit être prudent. À la fois, je trouve c'est important de le dire, parce que le constat, c'est vrai aujourd'hui, le lobbying des puissances financières est gigantesque. On aura l'occasion dans les mois qui viennent, même dans les semaines qui viennent, de vous parler du projet de traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Ne croyez pas le titre, c'est comme sur la lasagne de Pure-Bœuf. Sur le TTIP, le titre c'est faciliter les relations commerciales. Rien à voir. Les relations commerciales entre l'Union européenne et les USA fonctionnent très bien, merci. Le projet de TTIP, il vise autre chose. Il vise à protéger les investisseurs et à ce que les investisseurs puissent traîner les États en justice. Donc là, je trouve que c'est le paroxysme de la prise du pouvoir des grands détenteurs de capitaux, des multinationales et du monde financier sur les politiques, puisque demain,
la Belgique prendrait une loi votée démocratiquement pour dire, par exemple, on va protéger la santé, interdire tel type de pesticides, parce qu'il détruit des vies, eh bien, Bayer, ou BASF, ou Monsanto pourraient attaquer la Belgique en justice et dire, vous avez touché à nos profits, passés, présents ou éventuels. Ça va jusque-là. Et donc, on peut vous condamner parce qu'avec votre loi qui protège les travailleurs, les enfants, la santé, l'environnement, que sais-je, vous portez atteinte aux intérêts des actionnaires. Et donc, en termes de constat, vous voyez que je ne diverge pas de ce que Salvatore et d'autres ont dit. En fait, le pouvoir, maintenant, il est très largement dans les mains de la finance. Ce constat ne devrait pas nous conduire à exonérer les politiques actuelles et les politiques futures de leurs responsabilités. Cette bataille-là n'est pas perdue. Le libéralisme, à l'état pur, ça n'existe pas. Les entreprises multinationales ont énormément besoin d'États qui fassent des règles. Seulement pas les règles que l'on voudrait. Par exemple, les règles qui protègent les investisseurs. Et donc les États régionaux, nationaux ou fédéraux, je ne sais pas comment on doit dire, européens, s'il y a un État européen, ont du pouvoir. Si les financiers ont pris du pouvoir, c'est parce qu'on leur a donné. On pourrait, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourrait passer une demi-journée à raconter l'histoire, faite par faite, date par date, de comment les gouvernements européens ont décidé d'abandonner les pouvoirs qui n'étaient pas les leurs, qui étaient les pouvoirs que la nation leur a confiés, pour les donner aux multinationales. Ce qui a été fait de cette manière-là devra être défait. Ne nous contentons pas aujourd'hui de dire, puisque Monsanto, IBM et la Deutsche Bank ont tout le pouvoir, les politiques n'ont pas. La bataille de reconquérir le pouvoir démocratique face au pouvoir de la finance, cette bataille-là, on ne peut pas l'abandonner. Mais même si le constat sévère qu'il fait, je le partage. Voilà, quelques réactions rapides. Je me rends bien compte que ni Henri ni moi, on ne réagit pas toutes aux interpellations. Il y a la question de Julie, je pense qu'il reste posé à tout le monde. Qu'est-ce que les partis attendent de nous et qu'est-ce qu'on peut leur donner, à part éventuellement des pots de vin. Il y a la question très importante posée par Sana, mais qui est plus une question au syndicat qu'au politique. Et je dois dire qu'elle mériterait une longue discussion. Parce que les commissions paritaires, elles créent à la fois de l'égalité et de l'inégalité. Donc ça mériterait, quand on crée l'égalité de tous les travailleurs d'un secteur, c'est un progrès, mais évidemment ça crée peut-être une égalité par rapport à nous. C'est une question d'histoire sociale fondamentale, je trouve que c'est important de la rappeler, mais c'est plus une question pour nous que pour les politiques. Cela étant dit, il est à peu près l'heure de finir la matinée. Je vous propose de remercier et d'applaudir l'apport d'Henri, qui est vraiment, je pense, une contribution importante. Une contribution importante pour poser les bonnes questions et pour construire un vocabulaire commun. C'est évidemment pas fini. C'est pas fini pour aujourd'hui, puisqu'on a l'après-midi, on va commencer cette discussion, et c'est pas fini pour les semaines et les mois qui viennent, puisque sur la base, soit aujourd'hui, on va tenter de vous donner des outils pour que le débat se passe le plus clairement possible. Encore un mot, Henri? Merci, oui. Merci pour votre accueil. Je suis vraiment ravi d'avoir passé cette matinée avec vous. Voilà. Merci à tous.